Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce lundi. Les résultats partiels du premier tour de la présidentielle en Tunisie. Les candidats Kais Saïed indépendant et Nabil Karoui du parti Qalb Tounes demeurent en tête du classement selon les résultats du comptage de 71% des PV de dépouillement. 2 jours après les attaques contre des infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite, les cours du pétrole ont fortement augmenté. Les prix sont en hausse de plus de 11%. Ces attaques ont entraîné une chute de 6% de l'approvisionnement mondial. La mesure est désormais effective. Elle permettra de fluidifier le trafic dans les différents aéroports et les points frontaliers terrestres. Les fiches d'embarquement que les voyageurs remplissaient manuellement au départ et à l'arrivée au Maroc ont été supprimées. Dernier jour de tremplin hier soir pour la catégorie fusion du festival Boulevard. Sur 5 groupes, 2 ont remporté le premier et deuxième prix qui leur permettra de recevoir une aide financière et surtout la possibilité de se produire devant leur public le week-end prochain. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, les résultats partiels du premier tour de la présidentielle en Tunisie. Les candidats Kais Saïed, indépendant, avec 18,8% des voix, et Nabil Karoui du parti Qalb Tounes, avec 15,4% des voix, demeurent en tête du classement selon les résultats du comptage de 71% des PV de dépouillement. Les résultats définitifs sont attendus demain. 7 millions d'électeurs étaient appelés hier à départager 26 candidats pour le premier tour de ce scrutin qui s'est déroulé sur fond de crise économique et sociale. Les développements avec Rizla Taibi. Un constitutionnaliste sans parti ni structure et un publicitaire derrière les barreaux, tel devrait être le duel du deuxième tour. L'arrivée de Kais Saïed, entré en toute discrétion dans la scène politique, et du patron de la chaîne Nesma, en tête de ce scrutin talonné par le candidat du parti Nahda, Abdel Fattah Moro, illustre le chambardement de l'échiquier politique. Les résultats étaient plus ou moins conformes à nos attentes. Ce n'est pas une surprise pour nous, car nous sommes une instance neutre, mais c'est un coup de théâtre pour les Tunisiens. Toujours selon les résultats partiels, le ministre de la Défense Abdelkrim Zbidi arrive en 4e position et le Premier ministre Youssef Chahed en 5e. Une défaite cuisante pour les candidats de la famille libérale centriste issue du parti de l'ancien président Béji Caïd Sebsi. C'est un choc et un désaveu pour les partis politiques traditionnels, un camouflet. Les Tunisiens ont préféré un homme incarcéré, accusé de blanchiment d'argent et de fraude, et un autre candidat complètement inconnu à la place des formations traditionnelles. 7 millions d'électeurs étaient appelés hier à départager 26 candidats pour le premier tour de ce scrutin qui s'est déroulé sur fond de crise économique et sociale. Les Tunisiens restent préoccupés par la crise économique de leur pays sous perfusion du FMI, où le chômage est de 15% et le coût de vie a augmenté de 30% ces 3 dernières années. Reportée 2 fois, l'élection présidentielle en Algérie aura lieu le 12 décembre. La date du scrutin a été annoncée par le chef d'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, qui a signé le décret pour la convocation du corps électoral et appelé les Algériens à contribuer collectivement à l'écriture de l'histoire de leur pays et au choix de leur nouveau président. La date annoncée coïncide avec les délais réclamés par le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah. 2 jours après les attaques contre des infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite, les cours du pétrole ont fortement augmenté. Les prix sont en hausse de plus de 11%. Ces attaques revendiquées par les rebelles yéménites Houthis ont entraîné une réduction de moitié de la production de pétrole saoudienne et une chute de 6% de l'approvisionnement mondial. Le point avec Amina Mkhalq. Ces images satellites des sites bombardés prouvent selon Washington que les attaques ne proviennent pas du territoire yéménite et ce, contrairement à la version des Houthis. Selon les responsables américains, ces photos montrent que l'acte est perpétré par l'Iran. Même son de cloche du côté de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. L'enquête se poursuit, mais toutes les preuves dont nous disposons montrent que les armes utilisées lors des attaques terroristes, que ce soit à Abqaiq ou Khoraïs, sont iraniennes.
Cette attaque, survenue au moment où le géant Aramco se préparait à entrer en bourse, a eu un impact immédiat sur les cours de pétrole. 48 heures seulement après l'acte, les prix ont augmenté de 11%. Les attaques contre les installations saoudiennes ont provoqué une réduction brutale de la production de 5,7 millions de barils par jour, ce qui représente environ 5% de l'approvisionnement mondial. Pour compenser la baisse de production saoudienne, le président américain a annoncé avoir autorisé l'utilisation de réserves stratégiques américaines de pétrole si besoin. Donald Trump, qui s'est également dit prêt à répondre à ces attaques. Et dans un message adressé aux serviteurs des lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, Sa Majesté le roi, fait part de la solidarité totale et du soutien constant du Royaume du Maroc à l'Arabie saoudite contre toutes les menaces visant sa quiétude et son intégrité territoriale. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également exprimé sa ferme condamnation de l'attaque terroriste ignoble contre des installations pétrolières en Arabie saoudite à l'aide de drones, une agression qui constitue une menace à la sécurité et à la paix dans le monde. Le Sénégal salue l'engagement infaillible du souverain en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a reçu aujourd'hui à Rabat son homologue sénégalais, Amadou Ba, qui a réitéré le soutien ferme et constant de son pays à la marocanité du Sahara, considérant le plan d'autonomie présenté par le Royaume comme la seule solution à ce différend régional. Reportage Mohamed El-Qant et Mustafa Saïdouni, le récit est de Salim Abnab. Il est arrivé ce matin pour entretenir les relations déjà très privilégiées entre le Royaume du Maroc et le Sénégal. Pour sa première visite diplomatique importante depuis sa nomination en avril dernier, le chef de la diplomatie sénégalaise a dans un premier temps été reçu par le chef du gouvernement Saad El-Din Latmeni. Quelques heures plus tôt, Amadou Ba a rencontré son homologue Nasser Bourita. Les deux ministres se sont accordés à poursuivre la concertation et la coordination de leurs positions à travers la tenue prochainement de la grande commission mixte de coopération. La qualité des relations, la profondeur est telle que nous devons régulièrement réunir cette commission pour que ça serve déjà de plateforme pour préparer les visites de nos chefs d'État. Nous avons décidé ensemble, de réunir prochainement les chefs de file du groupe d'impulsion pour voir l'évolution du travail et les actions qui sont identifiées. Et deuxièmement, de programmer la commission mixte bilatérale comme cadre de suivi des actions et des décisions prises entre Sa Majesté le Roi et son Excellence le Président Macky Sall. La montée du terrorisme et l'extrémisme dans la zone sahélo-saharienne a également été évoquée. Les deux ministres ont convenu de soutenir les initiatives régionales et internationales pour mettre un terme à ce fléau. Aussi, un autre échangé sur les questions africaines et internationales, notamment la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Je voudrais clore mon propos en réitérant le soutien ferme et constant de la République du Sénégal à la marocanité du Sahara. À l'issue de cet entretien, Amadou Ba a également salué l'engagement infaillible de Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique et sa vision pour l'émancipation et le développement du continent. Renforcer la coopération bilatérale entre le Maroc et l'Équateur dans plusieurs domaines tels que le tourisme, le commerce, l'agriculture et la formation professionnelle. Le vice-ministre équatorien des Relations extérieures, de l'intégration régionale et de la coopération internationale, qui a également été reçu par Nasser Bourita, a exprimé le grand intérêt du président équatorien et de son gouvernement à développer un partenariat multidimensionnel avec le Maroc. En visite de travail dans le Royaume, André Terran a également loué les efforts déployés par le Maroc en faveur du développement en Afrique. Il couvrira tous les risques et dangers nés des catastrophes naturelles comme la sécheresse, les séismes ou encore les inondations. Le Fonds de catastrophes naturelles a tenu son premier conseil d'administration aujourd'hui. À l'ordre du jour de cette réunion présidée par le chef du gouvernement, tous les aspects organisationnels nécessaires au démarrage de l'activité. Et pour assurer une partie du financement de ce fonds, une taxe parafiscale sera instaurée. Les détails dans ce reportage de Mustafa Saïdouni, le récit est de Amina Mkhalq.
Ce premier conseil d'administration présidé par le chef du gouvernement marque le démarrage effectif du Fonds Solidarité contre les événements catastrophiques. Objectif, régler tous les détails pour indemniser les victimes des catastrophes non couvertes par les assurances. Il y a deux grands points à l'ordre du jour. Le premier, c'est la mise en place des organes de gestion de ce fonds en termes d'organisation, de recrutement, de sièges, ainsi de suite, et toutes les procédures. Et le deuxième, c'est comment structurer la couverture contre les événements catastrophiques. Ce fonds, qui sera opérationnel début janvier 2020, couvrira toutes les conséquences des catastrophes naturelles comme la sécheresse, les séismes, les tsunamis, les crues et les inondations. Nous savons que les couvertures peuvent avoir des conséquences relativement dommageables. On parle des dommages corporels et matériels. Il faut doter le fonds des moyens financiers pour faire face à ces événements. Pour financer une partie du fonds, une taxe parafiscale sera instaurée. Elle sera fixée à 1% sur le montant des primes et des cotisations des contrats d'assurance soumis à la taxe sur les contrats d'assurance. C'est un drame qui fait suite aux crues causées par des pluies diluviennes. Le bilan du tragique accident survenu dimanche à Rachidia vient de s'alourdir. Le corps d'un enfant a été repêché aujourd'hui dans le cadre des recherches menées par les autorités suite au renversement d'un autocar au niveau du pont Oued Dermchen. Le bilan s'élève désormais à 30 morts. Selon les autorités, les recherches se poursuivent. Un enfant est toujours porté disparu. Je vous propose à présent de nous arrêter sur ces images impressionnantes qui en disent long sur les comportements parfois inciviques de certains automobilistes et piétons. Depuis son inauguration en 2012, la situation ne cesse de se dégrader sur la ligne du tramway casablancais. Des infractions à répétition, un accident en moyenne par jour. Depuis le début de l'année, 4 décès ont déjà été recensés. C'est un reportage de Hassan Lohmadi et Younes Hibchaoui. Le récit est de Salim Onab. Les collisions sont comme très souvent d'une extrême violence. 9 fois sur 10, le conducteur fait complètement abstraction des panneaux de signalisation aux abords de la voie ferrée, à l'image de ce chauffeur de poids lourd qui décide de griller à vive allure le feu rouge. Les usagers disent emprunter ce service la peur au ventre. C'est quand même fou que ce soit le conducteur du tramway qui rencontre des difficultés pour circuler sur sa voie qui lui est pourtant réservée. Il faut que ses comportements changent pour que l'on puisse évoluer. Certains se permettent de circuler sur la voie avec leur charrette tirée par un âne. Les 2 roues également le font. Regardez, regardez, juste sous vos yeux. C'est interdit, regardez. Pour Casa Tramway, la société qui exploite le réseau à Casablanca, le manque à gagner se chiffre en milliards de dirhams. La rame, percutée de plein fouet par le poids lourd, est en réparation depuis plus de 9 mois et il y a encore beaucoup de travail. Le temps de réparation des rames accidentées atteint parfois les 9 mois jusqu'à 10 mois et parfois même 24 mois, sans parler des sommes colossales qui sont dépensées en réparation et que nous aurons préféré pouvoir dépenser sur l'amélioration de la qualité de service. 300 à 400 accidents de tramway, dont 20 graves, se produisent en moyenne chaque année, sans compter les milliers d'incivilités impossibles à chiffrer. Face à l'importance du phénomène qui risque de s'accroître avec le lancement de la ligne 2 en janvier dernier, Casa Tramway a choisi de réagir avec une campagne citoyenne à destination du plus grand nombre et tous les supports de communication ont été privilégiés pour cibler particulièrement les automobilistes, les 2 roues et les piétons. C'est une bonne nouvelle et la mesure est désormais effective. Elle permettra de fluidifier le trafic dans les différents aéroports et les points frontaliers terrestres. Les fiches d'embarquement que les voyageurs remplissaient manuellement au départ et à l'arrivée au Maroc ont été supprimées au niveau des postes frontières maritimes, à savoir les ports. Cette fiche restera en vigueur durant une période supplémentaire de près de 2 mois. C'est un reportage de Mohamed Chima, le commentaire est de Mehdi Foudi. Pour ces voyageurs, le changement était palpable. Depuis ce matin, la mesure de remplir la fiche d'embarquement-débarquement n'existe plus. Ici, à l'aéroport Marrakech-Ménara, les passagers ne cachent pas leur satisfaction. C'est une nouvelle mesure qui facilite le flux de l'ensemble des voyageurs et assure une certaine rapidité.
viens 3-4 fois par an à Marrakech et pareil, le changement est radical. Il y a beaucoup moins d'attente quand on arrive et c'est top. Je suis italien, ça fait la 3e fois que je viens à Marrakech et j'ai vu le changement. Parce que maintenant, sur la fiche des polices, il y a beaucoup moins d'attente, il n'y a plus les longues queues. La fois qu'on sortait, il fallait 1 heure avant de sortir, maintenant c'est plus rapide. Cette décision a été possible grâce au développement du système de gestion informatisé des postes frontières instauré en 2017 par la Direction générale de sûreté nationale. Ce système permet désormais de collecter automatiquement les informations nécessaires dans les bases de données. Pour améliorer son système de sécurité, la DGSN a déployé ses efforts pour développer ce système appelé SGPF. C'est un système doté des dernières technologies de contrôle. Cette mesure est entrée en vigueur ce lundi. Elle concerne tous les postes frontières terrestres et aériens du Royaume. Pour les postes frontières maritimes, la fiche de police devrait être suspendue dans un délai de 2 mois. Doter les écoliers de livres et fournitures scolaires, l'opération 1 million de cartables joue un véritable rôle de soutien social pour la promotion du secteur de l'éducation. Dans la province de Berkane, 33 000 élèves vont bénéficier de l'initiative cette année. C'est un reportage de Younes Nasseri, le récit est de Rizlan Taibi. Les élèves de l'école Salman Farisi à Berkane, tous niveaux confondus, sont très excités. Ils vont recevoir dans quelques minutes des cartables remplis de toute la fourniture scolaire. Nous avons reçu de nouveaux cartables et de nouveaux manuels scolaires. Cette initiative nous encourage à persévérer et nous motive dans nos études. 33 000 élèves de la province de Berkane bénéficient de la distribution de cartables. 147 écoles sont concernées par cette opération parrainée par l'Initiative nationale pour le développement humain. Cette opération s'inscrit dans le cadre des orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI qui ont été réitérées lors du discours du trône de cette année. L'opération s'est passée dans de très bonnes conditions. Elle s'est même améliorée, et cela de l'avis des administrations, des écoles et des associations des parents d'élèves. Dans la zone rurale de la province de Berkane, tous les élèves, sans exception, du primaire au lycée en passant par le collège, ont bénéficié de l'opération 1 million de cartables. De la musique avec le dernier jour de tremplin hier soir pour la catégorie Fusion du festival Boulevard. Sur 5 groupes, 2 ont remporté le premier et deuxième prix qui leur permettra de recevoir une aide financière et surtout la possibilité de se produire devant leur public le week-end prochain. Ce sont des images de Youssef El Ghazi commentées par Samia Haïs. Après les groupes de hip-hop, rap et métal, c'est au tour de ceux de la catégorie fusion de s'affronter sur la scène du boulevard. Les Manina, une formation née à Sidi Ifni, ont embarqué le public dans un voyage transculturel à travers la musique hassani amazigh. Les membres du groupe se sont rencontrés à Sidi Ifni, qui est un carrefour entre la culture amazigh et hassani. Nous avons grandi dans cette fusion culturelle et nous avons essayé de revisiter notre patrimoine que les jeunes ont un peu délaissé. Cap sur l'univers métissé du groupe Puissance des Racines. Leur musique raconte l'histoire d'une rencontre entre musiciens de divers horizons et différentes cultures. Ça a été une évidence pour moi en fait. Vous savez, le monde, pour créer un monde, il faut tout réunir à la fois. Vous voyez un peu. Du coup, la musique fusion, ça nous aide aussi à percer dans certaines choses en fait. C'est un peu ça quoi. Ils étaient 5 à tenter leur chance et ce sont les Smitra, un groupe Woujdi qui a remporté le premier prix Fusion. Mais au-delà de la compétition, le tremplin, c'est toute une ambiance unique en son genre et une opportunité pour les jeunes artistes de s'exprimer. Le tremplin, c'est une occasion pour tous les artistes, les jeunes artistes qui viennent de commencer, de présenter un peu leur travail, présenter aussi leur style de musique et aussi gagner peut-être une opportunité, une formation et plein de choses.
Les gagnants des catégories rap, hip-hop, métal et fusion sont actuellement plongés dans des ateliers de travail pour peaufiner tous les détails de leur concert du week-end. Une nouvelle rencontre avec leur public et l'opportunité de partager la scène avec des groupes déjà confirmés. Nous terminons avec le lever de rideau de Tanjaz qui célèbre ses 20 ans avec une programmation d'exception cette année. C'est l'artiste Fouad Hani et son univers à la fois rythmé et poétique qui ont ouvert le bal hier soir jusqu'au 22 septembre. Le public tangérois, rendez-vous avec le NEC plus ultra des groupes de jazz international. Je vous laisse apprécier cet extrait. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, les résultats partiels du premier tour de la présidentielle en Tunisie. Les candidats Qaïs Saïd, indépendant, avec 18,8% des voix, et Nabil Karoui du parti Qalb Tounes, avec 15,4% des voix, demeurent en tête du classement selon les résultats du comptage de 71% des PV de dépouillement. Les résultats définitifs sont attendus demain. 7 millions d'électeurs étaient appelés hier à départager 26 candidats pour le premier tour de ce scrutin qui s'est déroulé sur fond de crise économique et sociale. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.